J'ai parlé à plusieurs reprises des questions de culture. Pour finir, je reviendrai peut-être sur cette notion et pourquoi elle est centrale pour moi dans mes recherches. D'abord pour, je dirais, différentes raisons qui sont des raisons à la fois scientifiques, à la fois personnelles, à la fois politiques aussi. Je vais peut-être commencer par les scientifiques, rester sur le sujet. Si je me suis intéressé aux questions de culture appliquées à des non-humains, parce que je peux le dire simplement comme ça, c'est parce que déjà il y avait une distinction humaine qui pour moi était un espèce de gouffre abyssal quand on évoquait la culture et je dirais ce clivage nature-culture. Quand j'ai commencé à m'interroger sur les techniques au sortir de la licence et que j'essayais de formaliser un projet, j'ai vu s'ouvrir devant moi un monde dès lors qu'on appliquait la notion de culture à des non-humains et à des préhumains. Tout était possible et tout était vertigineux en termes de recherche. Tout était à refaire, tout était à recomposer. Ce dont je parle, c'était en 84-85. 84-85, à la Sorbonne, à Paris 1, même si mes idées pouvaient être accueillies par certains, elles étaient complètement, je dirais, impensables, littéralement impensables, parce que d'une certaine façon, on attaquait le socle même de la discipline archéologique et de l'anthropologie. Parler de culture chez des primates, même si les Japonais l'avaient fait, ils l'avaient fait dans un autre contexte culturel. Le faire à la Sorbonne, c'était un peu impensable. Et alors ça attirait, ça intéressait un certain nombre de personnes, mais structurellement, ce n'était pas acceptable au sein de l'institution. Donc il y avait ça, il y avait un enjeu, je dirais, de légitimité d'un côté, et puis un enjeu heuristique. Est-ce qu'on parle bien de la même chose? Et aujourd'hui, 40 ans après, je me retrouve toujours face au même problème. C'est-à-dire qu'il y a malentendu. Et je n'ai eu de cesse, durant ma carrière, de mettre ensemble des primatologues, des biologistes, des archéologues, des anthropologues, des sociologues. J'ai organisé il y a 20 ans un colloque intitulé « Le chimpanzé a-t-il dérobé la culture ?» où il y avait dans la salle Descola, Godelier, Bradshaw, enfin un certain nombre d'anthropologues, des sociologues, Gérard Lanclus pour l'anthropo, Michel Zievorka, Jean-Louis Fabiani, et puis de l'autre côté, Michael Povinelli pour la primatologie, Andrew Whiten pour la primatologie aussi, Bill McGrew, des archéologues, Michael Chazan, Nathan Schlanger, Francesco De Rico, Gavin Hunt, spécialiste de l'intelligence des oiseaux, des corvidés. Un grand mélange de chercheurs pour attaquer la question de la définition de la culture et voir à quel point on parlait de la même chose. Alors il y a eu beaucoup de débats, on a rejoué plusieurs débats de ce type-là, plusieurs conférences,
Et en fait, on ne s'est pas réellement attaqué au centre du problème. Parlons-nous vraiment de la même chose? Et alors que moi, je m'étais attaqué à ça dans ma thèse. Qu'est-ce que j'avais fait pour ma thèse? J'avais pris la définition de Kroeber et Kluckhohn, donc une définition des années 50 de la culture, je dirais emblématique de l'anthropologie, où ils prennent 300 définitions de la culture. Moi, j'en avais rajouté quasiment 200, donc dans ma thèse, il y avait 500 définitions de la culture, et j'avais cherché le plus petit commun dénominateur afin d'avoir la définition la plus forte de la culture. Et je me suis dit, comme ça, je ne me ferai pas attaquer. Je prends la définition la plus forte faite en anthropologie, et je tente de l'appliquer aux hommes préhistoriques, et je tente de l'appliquer aux primates. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de traits de culture, la transmission, l'obsolescence, la variabilité, etc., qu'on retrouvait dans les 3 catégories animales, humain, non humain, préhumain. On les retrouvait à des degrés différents. Mais j'ai fait comme ça. Alors que la primatologie aujourd'hui parle toujours de culture, mais en parlant de la culture vue du point de vue informationnel. J'oubliais, dans cette réunion, il y avait aussi Tim Ingold. Et je trouve que Tim Ingold utilisait une distinction pour parler de culture qui était assez pertinente, qui était, on ne vit pas dans des cultures, dans des boîtes culturelles définies par un ensemble de traits, mais selon des cultures. Donc la culture, ce n'est pas un ensemble de traits limités, mais c'est une modalité. C'est une modalité dynamique, qui implique de la performance, du changement et des normes en même temps. Et les deux peuvent jouer. C'est ça qui est intéressant avec le concept de culture, c'est qu'aussi c'est un mot valise, disait Gérard Lanclus. C'est un mot dans lequel on peut rentrer différentes dimensions. Il est très large. C'est comme le mot waza que j'utilisais auparavant. C'est un mot très large et qui est très performant parce qu'il est à la fois local, il appartient aux cultures, il rentre dans le lexique quotidien, mais aussi, il est aussi un instrument heuristique, comme l'utilise Lévi-Strauss par exemple. Le terme de culture utilisé par Lévi-Strauss, c'est un instrument à penser. Ce sont les écarts différentiels entre une communauté et une autre, que l'on construit au préalable dans un cadre analytique particulier et qu'on peut comparer. Donc, c'est ce que je préconise et qui ne marche pas. Parce qu'il y a eu énormément d'enjeux autour de la culture dans le monde animal. Quasiment des enjeux, je dirais, d'ordre de la croyance. C'est pas parce que nous on a, parce que les humains ont des cultures que les animaux ne pourraient pas en avoir. On ne parle pas de science là, on parle d'idéologie. Quand j'entends ce type-là d'argument, ça ne marche pas. On est dans de la croyance, on est dans de l'idéologie, on n'est pas dans de la recherche, on n'est pas dans l'objectivation. Donc il y a des arguments de ce type-là, et puis il y a des arguments du type opportuniste. Toute la biologie de la conservation ces 40 dernières années, ou 30 dernières années, est tombée dans le mot culture, parce que c'est aussi une manne financière. Appelons un chat un chat. Beaucoup de recherches sur les primates ont été financées parce qu'il y avait des objets, des outils, des techniques, et qu'on mettait culture, avec un grand C au début, qu'on faisait une découverte formidable. Et donc on pouvait obtenir de l'argent. Et de quoi on parle? On parle de transmission, de variantes techniques, de comportements particuliers qui varient d'un groupe à un autre. Est-ce que c'est ça de la culture? Est-ce que c'est que ça? Non, pour moi, ça, ce sont des variations, ce sont des traditions. Si on prend l'ensemble des traits culturels ou qu'on définit la culture de façon dynamique et plus complexe, dans ce cas-là, les définitions de l'anthropologie sont plus difficilement applicables. Et ce n'est pas parce que les animaux ont des capacités différentes des nôtres qu'on hiérarchise, qu'on les met en dessous des capacités humaines. Non, on les met à côté. On les met juste à côté parce qu'elles sont différentes, parce qu'ils ont des capacités perceptives, je pense aux chiroptères, des colocations ou autres, qui sont
d'une autre nature que les nôtres, et qui leur permettent de faire des choses et de communiquer autrement. Et c'est cette altérité-là qui est essentielle. Et de même pour la culture, on ne va pas aplatir la notion de culture à un monde animal sous prétexte qu'on veut les mettre à l'égal des hommes. Sinon, on est dans les animaux dénaturés et dans Vercors des années 50. On a régressé la pensée, on a régressé la recherche, on l'a fait régresser. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que je vois tous les documentaires animaliers que je vois sur la chaîne Arte, par exemple, ils sont biologisants, ils sont, je dirais, ils sont naturalisants l'humain et culturalisant les animaux. Donc on cherche une bonne conscience, un équilibre, je ne sais quoi, aujourd'hui, qui n'a pas de sens. C'est la différence, c'est la distinction, c'est la modalité d'être d'une espèce ou d'une autre qui me semble la chose la plus intéressante à étudier et dont il faut rendre compte. Alors il y a des essayistes et des philosophes comme Vinciane Després ou d'autres qui s'amusent à ça. Moi je m'amuse à ça en scientifique, avec l'exigence de rationalité scientifique. C'est un exercice moins spectaculaire, moins, je dirais moins facile à communiquer au grand public, parce qu'il implique de l'exigence, il existe de la comparaison, mais j'essaie de le faire aussi autrement, avec d'autres types de narration, mais c'est essentiel pour moi cette question culturelle, parce que elle se rejoue comme un mythe qui se rejoue à l'envie de façon infinie. Le mythe des origines, il est un peu increvable, donc il faut qu'il y ait de la distinction, il faut qu'on ait un moment d'origine, etc. Non, il peut y en avoir plusieurs et ça peut se passer de façon non linéaire et ça peut se passer comme ça. Ça, c'est pour la culture. Voilà, c'est une des choses que je souhaitais dire, qui englobe un peu tout. Bien entendu, elle ne se passe pas hors sol, elle se passe dans des milieux. Et depuis plusieurs années, j'échange avec Augustin Berck et avec les amis qui sont dans le mouvement de la mésologie, de cette approche des milieux. Je pense à mon ami Johan Moreau qui a fait sa thèse avec Augustin Berck et qui travaille dans un milieu, pour un milieu, à Izu, au Japon. Et je pense que voilà, la question du milieu est une question essentielle, parce qu'on est amplement informé par notre milieu. Je vous reçois chez moi, en Provence, au milieu des collines, du maquis. On n'a pas le temps d'aller se balader, on est juste à échanger là, sur mon parcours. Mais j'aimerais pouvoir vous montrer les odeurs du maquis, les chemins, l'ensauvagement, etc. C'est ce qui forme aussi que les cultures sont différentes. Et aujourd'hui, bien entendu, en intégrant dans la vision d'anthropologie les non-humains et le vivant, et la terre et les massifs montagneux, c'est aussi enrichir la notion même de culture, sans forcément la descendre dans les racines nationales. C'est seul de l'ambiance, des choses qui génèrent des espaces, des sociabilités, des modes d'être différents qui sont liés à la lumière, qui sont liés à la chaleur, qui sont liés au bruit, et qui sont liés à plein de choses. Et toutes ces choses-là font partie aussi de la culture. Elles font partie pour nous, humains, qui attribuons du sens à beaucoup de choses. Est-ce qu'elles font partie des protocultures ou des précultures ou des anticultures des primates? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils attribuent un sens conscientisé à tout. Et la culture n'est pas que sens conscientisé. Quand Ingold s'attaque à une vision informationnelle et computationnelle de la culture, où on transmettrait que des informations d'une génération à une autre,
Il attaque les modèles de la sociobiologie, il attaque les modèles de la cybernétique appliqués aux sociétés humaines. Ben, oui, c'est évident. La culture, c'est pas que des informations, c'est pas que du savoir. C'est toutes sortes d'autres choses qui sont aussi essentielles et qui font que ça évolue, ça change. Donc le milieu, pour moi, est essentiel et je pense que les visions d'Augustin Berck contre la modernité globalisante sont cruciales aujourd'hui. Et c'est en m'inspirant de tout ça et en voyant la situation catastrophique dans laquelle nous sommes tous engagés aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et ce qu'on désigne sous le terme d'anthropocène, que ces dernières années, j'ai essayé d'agir. D'abord en scientifique, en tentant de dialoguer dans le grand public, en scientifique engagé, avec Yann-Philippe Tastevin et Jimmy Furniss. On a fait un livre de technique et culture qui s'appelle « Réparer le monde », qui avait été comment on peut innover à partir des restes et des déchets, qui a donné lieu aussi à une exposition qui s'est tenue au MUCEM, qui s'appelait « Vie d'ordures », dans laquelle on avait amené les poubelles au musée, je dirais, tout simplement, et montré que les sociétés humaines, elles n'avaient pas que des cultures, je veux dire, high culture, haute culture, mais aussi se trouvaient dans nos façons de gérer tous nos restes et tous nos surplus d'activités, et comment aujourd'hui on peut rebondir et innover à partir de ces économies-là, deuxième vie d'objet, etc., etc. Et comment aussi apprendre du Sud. Yann-Philippe et Jamie ont travaillé au Caire l'un et l'autre, l'un chez les populations coptes qui récupèrent les poubelles au Caire, l'autre sur des aspects mécaniques et techniques, et montrer que les performances dans les sociétés du Sud sont bien supérieures à celles du Nord, à Veolia et à Suez dans le recyclage. Et donc on est parti des leçons du Sud pour le Nord. C'était ça. Et ça aussi, pour moi, c'est des vrais enjeux concrets de communication qui permettent de sensibiliser, dans le cadre de la recherche et des expositions, un certain nombre de sujets. Le travail sur le washi que j'ai mené et l'exposition, c'est aussi comprendre comment, avec de l'eau, de la pulpe du mûrier, de la pulpe d'hibiscus et du bambou, on peut produire les meilleurs papiers du monde, avec un impact très très faible sur l'environnement. Et comment ces savoirs-là, japonais, peuvent être transférés en Occident. Et comment les milieux techniques d'un côté et de l'autre peuvent accepter ce type-là de technique. Donc mon engagement, il est d'un praticien de la recherche pour la société. Et dans le cadre de la campagne municipale, depuis Ayer, qui est une ville sur la Côte d'Azur de 58 000 habitants, où il y a un parc naturel, où on a en littoral, on subit de plein fouet le changement climatique parce qu'on est à un niveau très bas et qu'il y a des remontées de lignes de rivage, qu'il y a des salinisations des terres, qu'il y a des feux de forêt impensables en ce moment dans la Cité des Morts et ailleurs. Comment on peut agir politiquement et comment le chercheur peut s'engager pour la cité. On a fait plusieurs rencontres publiques. J'ai organisé la partie du grand débat national sur la question écologique hier, et j'ai senti avec mes amis politiques une vraie interrogation à un moment de changement. Malheureusement, on a perdu aux élections, on n'arrivera pas à développer notre projet écologique et social, peut-être la prochaine fois, c'est très difficile. Un chercheur qui s'engage en politique, c'est pas rien, parce que on met aussi on se met en zone de déséquilibre, en zone de faiblesse, en zone de jugement public qui peut être radical et qui peut être difficile. On a aussi des aspects négatifs après les élections. On peut prendre des coups, ou son engagement
est payé de conséquences négatives, donc c'est pas rien de s'engager en politique, mais il me semble que c'est essentiel aussi, ne serait-ce que pour faire comprendre que la culture, et que le savoir sur les natures doit être partagé par tous, parce qu'on est tous dans la même barque aujourd'hui. Et parce que je dirais que au niveau d'une petite cité, on a aussi une appréhension d'une totalité. Quand on est représentant dans une grande cité ou dans des mandatures qui sont à d'autres niveaux, législatifs, régionaux, nationaux, on ne voit pas, je dirais, l'ensemble, on le voit différemment, on le voit en hauteur. Là, j'ai toujours les pieds sur terre, c'est-à-dire que j'ai le sentiment de toujours faire de la recherche et d'avoir une certaine utilité pour la cité, même si on y laisse quelques plumes.